Je me présente, moi je m'appelle Myriam et je suis responsable orientation pour HEM Santé. Mon rôle est d'accompagner les étudiants dans leur projet de poursuite de formation. Mais aujourd'hui, je suis heureuse de vous proposer cette masterclass consacrée à la méthodologie de la disserte de philo. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour progresser. À quelques jours de l'épreuve, voici donc des conseils qui vous permettront de lever peut-être des blocages et d'améliorer à coup sûr la qualité de votre copie. Notre première préoccupation, en effet, c'est bien de vous accompagner dans vos révisions pour le bac. Et une fois ce bac obtenu, nous vous proposons un cursus dans le secteur de la santé. La santé, en effet, est un domaine en pleine croissance dans lequel il manque des profils qualifiés et adaptés. HEM Santé, c'est la première business school spécialisée dans le secteur de la santé. Notre programme innovant permet d'obtenir la double compétence management et santé. Mais pour l'instant, la parole à Éric Cobas, professeur agrégé de philosophie. Merci beaucoup, Myriam. Oui, on va faire un peu de philo. Alors, bonjour. Comme Myriam vous l'a dit, on va vous proposer une petite révision, en tout cas une sorte de checklist de ce qu'il faut faire, des bonnes pratiques peut-être à suivre à quelques jours de l'épreuve. Parce que, évidemment, les heures de philo, vous en avez composé toute l'année, vous avez suivi des cours précis, vous savez peut-être bien vous débrouiller, peut-être moins. Et donc, il est bon maintenant, non pas d'apprendre des choses nouvelles, mais peut-être de refaire la liste des choses importantes. Et ce que je vous propose, c'est de regarder ensemble quels sont les points essentiels qui déterminer la réussite de votre épreuve. Quels sont les points qu'il ne faut évidemment pas négliger. Et pour cela, on va reprendre ensemble le déroulé d'une épreuve de dissertation. On va commencer par la lecture de l'énoncé et peut-être rappeler parfois des évidences, mais en tout cas, essayer de comprendre ce qui se passe dans une disserte de philo, que ce soit au bac ou même après, si vous suivez les études que vous avez à composer en philosophie. J'ai toujours pensé que, avec les étudiants, quand on comprend ce qu'on fait, en général, on le fait bien. Et souvent, ça ne marche pas parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Alors, je vous propose de dérouler donc, ensemble l'épreuve. L'épreuve, ça va être évidemment ces sujets que vous allez découvrir. Alors, c'est que vous avez un choix, bien sûr. Le choix, il ne faut pas qu'il dure trop longtemps. Il faut vous déterminer assez rapidement. Et une fois que vous avez fait ce choix, il faut vous y tenir. On ne peut pas changer en cours de route. On a dû vous expliquer, vos professeurs vont vous dire, évidemment, qu'il était extrêmement périlleux de changer au bout d'une heure de sujet parce qu'on se sent peut-être plus à l'aise avec un autre. Voilà. Donc, vous faites un choix. Ça suppose quand même de ne pas se précipiter. Vous découvrez les énoncés. Vous prenez le temps de le lire et surtout, encore une fois, vous ne vous précipitez pas. Moi, l'expérience m'a montré que souvent, la précipitation était extrêmement néfaste pour les étudiants. Et voilà, il ne faut pas se précipiter, vous lisez les énoncés, vous faites le choix et effectivement, vous commencez donc à travailler sur le sujet que vous avez choisi. C'est un sujet qui portera sur une des 17 notions du programme que vous avez dû donc peut-être étudier toute l'année. Alors, premier point, on va en lister comme ça une petite dizaine. Premier point essentiel, c'est qu'il faut bien comprendre que l'univers de philo, c'est d'abord un exercice de lecture. Il faut lire, alors il faut lire l'énoncé, bien évidemment, mais réellement lire ce que signifie lire l'énoncé. C'est-à-dire qu'aucun élément de l'énoncé ne doit échapper à votre sagacité. On est aujourd'hui, par la vie que nous menons, par notre culture quotidienne, on est amené à lire globalement et vite les énoncés et avoir une saisie globale de la signification. On entre rarement dans le détail des mots. Or, la première des prudences, la première des précautions à faire, et on a dit pour des trucs qui nous permettra de réussir l'épreuve, c'est bien sûr d'avoir un regard extrêmement minutieux sur les notions. Je prends 2-3 exemples. Quand vous avez un sujet, je prends des sujets classiques qui sont posés plusieurs fois, par exemple, la politique peut-elle échapper au mythe? Est-ce que c'est un sujet qui est toujours d'actualité? La politique peut-elle échapper au mythe? C'est pas, le sujet, c'est pas y a-t-il des mythes dans la politique ou la politique a-t-elle besoin des mythes? La politique peut-elle échapper? Et le mot échapper doit jouer un rôle important dans la façon dont vous allez construire votre problématique.
Échapper, c'est sortir de la chape. Ça suppose qu'on est donc renfermé, qu'on est en effet caché, dissimulé. Ça suppose qu'on est captivé, qu'on est capturé, qu'on échappe s'échappe d'une prison, on échappe donc à un accident, etc. Donc, il y a cette dramatisation qui est apportée dans l'énoncé par le verbe échapper. Et bien, je vous assure que les 9/10 des candidats vont traiter le sujet comme si de rien n'était, comme si le mot échapper ne jouait pas un rôle essentiel. Par exemple, autre sujet classique, l'histoire a-t-elle un sens? Bon, là, c'est vraiment très classique, l'histoire a-t-elle un sens? Souvent, on va vers la signification du mot qui nous est la plus familière, la plus usuelle. L'histoire a-t-elle un sens? Pour certains, le mot sens voudra dire a-t-elle une direction, une orientation? A-t-elle dans une direction? A-t-elle un sens? A-t-elle une signification? Or, ces deux acceptions doivent être maintenues ensemble. Si vous lisez précisément l'énoncé, il faudra à la fois donc, entendre a-t-elle un sens au sens de a-t-elle une direction, a-t-elle donc une orientation, a-t-elle dans une direction particulière, ou bien alors, effectivement, a-t-elle une signification? Est-ce que, effectivement, la direction, c'est cette signification? Est-ce que sa signification donne la direction? Donc, vraiment, première chose, scruter de manière extrêmement minutieuse chacun des éléments de l'énoncé. Il n'y a pas de mots indifférents. Il n'y a pas de mots, effectivement, qui ne comptent pas dans un énoncé. Et faites attention aussi à ces verbes qu'on trouve dans toutes les questions. Faut-il, doit-on, peut-on? Faut-il, c'est pas peut-on. Peut-on, c'est pas doit-on. Donc, si on vous dit, par exemple, pour avoir des droits, faut-il en être digne? Encore une fois, je prends toujours des sujets qui sont des sujets classiques, des sujets d'école, comme on dit. Faut-il en être digne? Il faut entendre, faut-il, c'est pas doit-on en être digne, ou c'est pas peut-on en être digne, c'est faut-il. Et derrière, évidemment, la question faut-il, il y a l'idée de quelque chose qui est impératif, il faut, c'est quelque chose qui est impératif. Et l'impératif, c'est ce qui s'impose à nous, c'est ce qui commande. En quoi est-ce que ça commande, en effet, d'être digne des droits qu'on obtiendrait? Voilà, donc premier point essentiel, prendre le temps de lire en détail l'énoncé. Ça veut dire pas se précipiter tout de suite sur sa feuille de brouillon pour commencer à écrire dans tous les sens. Voilà, on est devant l'énoncé, on le laisse en quelque sorte infuser en soi. Donc, bien prendre toute la mesure de ce qui est sous-entendu, de ce qui est implicite. Parce qu'en fait, la clé, si vous voulez, de la réussite du ministère de philo, c'est l'implicite. Et l'implicite, c'est ce qui correspond à ce qu'on appelle la problématique. Alors, deuxième point important, premier point donc, apprendre à lire l'énoncé, et le lire avec minutie. Et donc, se préparer à le lire aussi, ça veut dire regarder ce que le verbe pouvoir, peut-on, doit-on, devoir, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça veut dire, faut-il, qu'est-ce que ça signifie. Et puis, deuxième point, effectivement, entendre et construire la problématique. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la problématique? C'est pareil, mes étudiants ont longtemps, ils posent toujours la même question. Le mot problématique est un mot presque magique. C'est un mot qui est apparu assez récemment. Quand j'avais votre âge, on n'employait pas ce terme-là, on n'utilisait jamais. On parlait des enjeux, on parlait effectivement de l'implicite, du sous-entendu du sujet, mais on ne dit pas la problématique. Alors je dis c'est la problématique. C'est quoi la problématique? Une problématique. Il y aurait une problématique. Donc le mot problématique est un mot qu'on sert à toutes les sauces, et je ne suis pas sûr que ça soit forcément éclairant, en fait. Parce que quand on pose donc question à un étudiant au début d'année qui parle de problématique, c'est très bien, mais qu'est-ce que c'est que la problématique? Et vous avez des réponses assez étranges parfois. Demandez-vous, qu'est-ce que vous entendez par problématique? Alors souvent, les étudiants disent, c'est la question que pose le sujet. Alors là, je ne comprends plus très bien. Si j'ai eu comme sujet l'histoire à plein sens, par exemple, c'est un sujet, forme de question. Quelle question pose la question? Et très fréquemment, les étudiants se disent, finalement, la problématique, c'est une autre question qui est cachée derrière la question et qu'il va falloir traiter à la place de la question. En gros, le sujet, je vais en prendre un autre et ça va être ça la problématique. C'est étrange comme raisonnement. Il est bien évident que si on pose une question, ce n'est pas pour que vous répondiez à une autre question. Et fréquemment, il y a des copies qui ne tournent pas bien parce que justement, elles substituent à la question initiale une autre question qui a un rapport, on peut l'espérer, en tout cas, parfois ça ne va pas dire, mais il y a un rapport, et on dit c'est la problématique, et on va traiter la problématique. Alors, je crois qu'il faut être sérieux, et c'est toujours la même chose, il y a le bon sens. Le mot problématique, c'est un mot, en effet, qui fait bien, ça fait sérieux, ça fait je pense, problématique, un problème. Très bien. Pourquoi ne pas tout simplement dire que
que derrière les énoncés, il y a des sous-entendus. Il y a un implicite. C'est ça la problématique. C'est l'implicite. Ce qui pose problème parce que c'est sous-entendu. Tout énoncé est porteur d'abord d'un contenu qui est explicite, c'est ce qu'on entend tout de suite, et d'un contenu implicite, c'est-à-dire qui n'est pas dit, qui est tout est sous-entendu. Donc, quels sont les sous-entendus du sujet? C'est ça la problématique. Et alors, est-ce que vous allez formuler ces sous-entendus sous la forme d'une seule question? Si vous y parvenez, très bien. Parfois, c'est maladroit, la question est un peu gauche. Donc, il peut être utile d'avoir peut-être deux phrases, deux questions liées qui permettent justement donc, de définir cette fameuse problématique. Avec minutie l'énoncé, interroger l'énoncé sous la forme d'une problématisation, c'est-à-dire d'une volonté de cerner ce qui est sous-entendu. Car là, encore une fois, ce qui est sous-entendu, c'est ça qui justement pose problème. Si on ne le dit pas, c'est qu'il y a un problème, il y a quelque chose qu'on va taire. Et à partir du moment où on a dégagé la problématique, on va pouvoir construire le plan. La troisième point important, c'est la question du plan. Alors là, il y a quand même des pratiques qui sont plus ou moins bonnes. Et souvent, quand on regarde ces étudiants composés, soit parce que voilà, on surveille des preuves ou on en organise une, on s'aperçoit que très souvent, les gens se précipitent sur le brouillon et puis ils écrivent des pages. Ils essayent de fabriquer avec ce qu'ils ont jeté sur le papier, donc un plan. C'est curieux. Il y a parfois des conseils étranges qui sont comme ça prodigués. On dit voilà, pendant 1 heure, on va jeter, boum, boum, on va jeter ces idées sur le papier. On va les jeter sur le papier. Comme ça, on a un gros tas d'idées. Une fois qu'on a un gros tas d'idées, on va faire des petits tas et ça sera les parties. C'est très, très curieux. C'est comme si, par exemple, vous disiez, ce soir, je dois faire une paella et je la ferai avec ce qu'il y a dans le réfrigérateur. Donc, voilà. Donc, jeter tout contenu de mon réfrigérateur sur la table, et puis à partir de ce que je vais trouver, je pourrais faire ma paella. Ça marche. On ne va pas faire avec ce qu'on a. On va d'abord effectivement construire une réflexion, et ensuite, avec cette réflexion, essayer de trouver les arguments qu'on a peut-être étudiés dans l'année ou qu'on va soi-même élaborer dans la réflexion au cours justement de l'épreuve. Je veux dire par là que la méthode qui consiste à jeter ces idées sur le papier pour ensuite essayer de faire un plan avec ça, très franchement, c'est rarement une bonne méthode. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous jetez vos idées sur le papier, donc elles vont arriver dans le désordre, on va dire, de la réflexion, par association d'idées, parfois avec des sauts logiques, mais parfois illogiques. Et donc, vous allez vous retrouver toute une série de références, en général, ce sont des références, et ces références, vous dites, bon, voilà, je les ai acquises, il va falloir que je les structure maintenant pour les mettre au service de la dissertation. Après tout, j'ai passé du temps à les acquérir, j'ai passé du temps à travailler ce sujet, il faut un retour sur investissement. Donc, on va essayer de trouver un moyen de faire rentrer tout ce qu'on a pu jeter sur le papier dans un plan. Et c'est comme ça qu'on a des plans assez bizarres, parfois des plans très déséquilibrés, avec des digressions. À un moment donné, il y a un paragraphe qui part dans une direction, ça n'a pas grand rapport avec le sujet. Donc, moi, je vous propose, si vous avez des problèmes de plan, je vous propose effectivement, non pas de jeter vos idées sur le papier pour ensuite faire des petites tas d'idées, mais plutôt de développer une réflexion articulée, une réflexion logique, et une fonction effectivement des 3 moments de cette réflexion, de dégager ensuite des arguments dont vous allez avoir besoin. En fait, ne partez pas du matériel que vous allez ensuite organiser, partez plutôt d'une organisation que vous allez ensuite combler avec des contenus que vous aurez à votre disposition. Alors, est-ce qu'il y a, là je viens d'évoquer, j'ai dit naturellement 3 parties, 3 moments, est-ce qu'il y a une religion du plan qui voudrait qu'il y ait forcément un plan réussi en 3 parties? C'est vrai que c'est un usage rhétorique qui remonte à la haute antiquité, les premières prescriptions d'organisation du discours chez les anciens passent par ce plan en 3 temps. En fait, il y en a 5. Il y a 3 parties, c'est pas vrai, il y en a 5, parce qu'il y a l'introduction, la conclusion, plus ces 3 parties, ça fait 5. Donc, c'est les 5 parties du discours. Mais voilà, donc effectivement, c'est l'usage, c'est l'habitude. Tant qu'à faire, ne pas rompre l'usage. Maintenant, si vous n'arrivez pas à construire un plan cohérent en 3 parties, si votre plan n'a que 2 parties, c'est pas grave.
Vous n'allez pas finir sur l'échafaud. Hein. Ce n'est pas dramatique. Ah, j'ai fait qu'un plan de partie. Est-ce que je vais avoir la moyenne? Il vaut mieux un plan de partie qui fonctionne qu'un plan en 3 parties qui ne marche pas. C'est quand même l'évidence. Et puis parfois, on a prévu un plan en 3 parties, et puis le temps presse, on est débordé par la montre, et on s'aperçoit qu'on ne va pas avoir le temps de développer de façon satisfaisante la 3e partie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ces cas-là? Et donc, avoir une sorte de 3e partie rabougrie, une sorte d'embryon de 3e partie. On va traiter une partie de cette 3e partie dans la 2e partie, et on va faire descendre d'autres éléments de cette 3e partie dans la conclusion pour l'enrichir. Donc, on aura comme ça 2 parties puissantes et une conclusion dense. Voilà une solution possible. Donc là, encore une fois, ne pas se braquer sur le plan de 3 parties. Essayer d'éviter d'avoir comme ça des idées fixes. C'est mieux d'aller dans le sens de la tradition, des codes qui sont effectivement multiséculaires. Maintenant, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas dramatique. Vous pouvez aussi imaginer un plan en 4 parties. Si vous étiez effectivement, vous aviez le temps de le construire, c'est aussi possible. De toute façon, le plan de partie, il est réclamé dans certains concours. Pas forcément d'actes, mais certains concours, en particulier des concours de recrutement de la haute fonction publique. Je pense à concours de lundi, qui est le concours de recrutement des magistrats. Là, on nous demande de faire un plan en 2 parties, avec 2 parties. Donc voilà, ne vous braquez pas sur le nombre de parties dans un plan. Que ça ne bride pas votre créativité, votre réflexion. Après, il y a aussi la question de savoir, est-ce que ce plan en 3 parties, ça doit être le fameux thèse, antithèse, synthèse. Alors, vous voyez, je le surdramatise parce qu'il est terrible ce plan. Il revient tout le temps de une thèse, une antithèse. Alors, les étudiants, souvent, ils ne comprennent pas bien ce que ça veut dire. Vous imaginez ce que ça veut dire, synthèse. Grand 1, oui. Grand 2, finalement, non. Mais pourquoi tu as dit oui avant? Mais non, tu dis OK, non. Et puis grand 3, eau chaude, eau froide, eau tiède. C'est bizarre. Alors, évidemment, je caricature, un plan dialectique, ça a une réalité, ça suppose une synthèse. Une synthèse, c'est un dépassement d'un jeu d'opposition, donc dynamique et fécond, c'est extrêmement difficile à réaliser. C'est quelque chose qui a été imaginé par le philosophe Hegel et qui a été repris après dans le cadre plus politique par Marx. Vraiment, réussir une vraie synthèse, c'est compliqué. La plupart du temps, les copies vous servent, au lieu d'une synthèse, ils vous servent une sorte de petit compromis des 2 parties précédentes. Ils ont une difficulté qui consiste à justifier le fait de tenir une thèse pour ensuite passer à son antithèse. Quand on vous demande effectivement quelle heure est-il, il dit grand 1, il est 11h moins 10, grand 2, il n'est pas 11h moins 10. Grand 3, ça dépend du fuseau horaire. Encore une fois, c'est une caricature, mais il y a quand même de quoi être un peu déconcerté quand on entend toujours ces impératifs mécaniquement répétés. Donc thèse, antithèse, synthèse, si c'est en effet oui, non, oubliez parce que ça ne va pas, ça va pas bien marcher. Il y a un autre plan qui ne marche pas bien non plus. Après, je permettrai de faire une suggestion, parce que évidemment, c'est pas non plus rester dans la philosophie négative. C'est pas non. Voir, débrouillez-vous. Il me semble qu'il y a quand même un plan qui fonctionne bien, qui fonctionne à tous les coups, et je le verrai tout à l'heure. Mais il y a aussi quelque chose, un piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est le plan historique. Vous savez, grand 1, les Grecs, grand 2, effectivement, les modernes, et puis grand 3, comment sortir la modernité. En fait, grand 1, Aristote, grand 2, Harry Descartes, et puis grand 3, Heidegger, on va mettre tout le monde d'accord. C'est pas très malin comme plan parce que c'est un plan qui laisse penser qu'il y a une sorte de progrès dans l'histoire de la philosophie, ce qui n'a pas beaucoup de sens. D'autre part, effectivement, ça consiste à articuler des pensées en disant là, ils ne sont pas d'accord, c'est un peu normal qu'ils ne soient pas d'accord, ils ne vivent pas au même endroit, ils ne vivent pas du même siècle, ils ne parlent pas la même langue, ils n'ont pas la même culture, donc Aristote ne soit pas complètement en phase avec Spinoza, ce n'est pas hyper surprenant. Enfin, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que le plan historique comme le plan dialectique, c'est vrai que c'est facile, on se dit comment on va faire le plan, on fait la thèse, qui soutient une thèse, oui c'est comme ça, oui l'histoire a un sens, non elle n'a pas de sens, et puis 3, on essaie de trouver un compromis, c'est facile. Ou bien alors l'histoire a un sens. Qu'est-ce qu'on dit des Grecs, qu'est-ce qu'on disent les modernes, qu'est-ce qu'on dit Descartes, et qu'est-ce qu'on disent effectivement les philosophes contemporains, Sartre et les autres.
Donc, c'est vrai que c'est ça, comment dirais-je, ça a le confort de quelque chose qui semble rassurant. Sauf que ça ne marche pas bien et le résultat est souvent assez gauche. Alors, moi, l'habitude que j'ai eue pendant les années pour lesquelles j'ai préparé les étudiants au bac, bien sûr, et ensuite de nombreux concours, c'était de leur proposer un schéma qui pouvait faire bouger un peu, qui est en 3 temps aussi, qui adapte le schéma dialectique, mais de manière assez agile et de manière à ce que ce soit plus naturel que cette espèce de mécanique un peu bizarre. 3 temps, encore une fois, pourquoi pas 3 temps sur le schéma, oui, mais donc. Oui, première partie, valide le sujet. Oui, il y a une question qui se pose. Oui, il y a une question. C'est vrai qu'on peut se demander si l'histoire a un sens, si l'histoire va dans une direction de manière précise, parce qu'on voit dans l'histoire des exemples de tout et de son contraire. On voit effectivement, on ne voit pas forcément comment s'enchaînent les événements les uns aux autres. Donc, oui, le sujet se pose. Mais il y a un problème quand même. Il y a une difficulté pour pouvoir répondre à un sujet. Oui, mais le problème, et ensuite, une fois qu'on a résolu le problème, donc on tire les conséquences de ce que l'on vient d'établir. Donc, certes, néanmoins, dès lors, on peut aussi l'habiller de manière un peu plus élégante, oui, mais donc, bien certes, néanmoins, dès lors, c'est la même formulation. Ça donne un plan en 3 temps qui permet effectivement donc, de lier, d'articuler dans un raisonnement le traitement d'une question. Car je vous le rappelle, on n'a pas commencé par ça, mais c'était une évidence, il faut vraiment le rappeler, une dissertation, c'est une démonstration. Et une démonstration, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose qui est discursif, donc, qui se déroule, et avec des enchaînements logiques, avec des raisonnements, avec donc des schémas qu'on appelle hypothético-déductifs. Il faut donc des liens logiques. Il faut donc, certes, néanmoins, dès lors, par exemple, il faut que dans votre copie, le correcteur puisse lire ces liens logiques. Il faut que vos paragraphes soient connectés logiquement aux autres paragraphes. Et ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'un lien logique, ça suppose une relation donc, qui est pensée, une relation qui est fondée sur la raison. D'une part, d'autre part, enfin, ou bien d'un côté de l'autre, ce ne sont pas des liens logiques. Ce sont effectivement, bien dans un premier temps, ce n'est pas un lien logique dans un premier temps. Donc, débuter une partie par dans un premier temps, c'est assez particulier parce que, évidemment, on commence par le premier temps. C'est extrêmement rare de commencer par un deuxième temps. Vous n'imaginez pas débuter votre dissertation en étant dans un deuxième temps. Alors, ouais, qu'est-ce qui est le premier? Donc, voilà. Il y a quand même quelque chose qui relève du pléonasme, quelque chose qui semble relever de l'évidence. Et voilà, quand on est trop dans le pléonasme, ça veut dire qu'on n'a pas grand-chose à dire. Donc, privilégier le lien logique, c'est-à-dire les conjonctions de coordination, les conjonctions de subordination, et éviter de juxtaposer. Il vaut mieux subordonner les idées les unes aux autres plutôt que de simplement les empiler. Et il y a par exemple des locutions qui sont des aveux de faiblesse dans les plans. C'est là, dans le plan, c'est des locutions comme de plus. Paragraphe commence par de plus. Les correcteurs, j'aurais été sidéré par cette façon d'ouvrir un paragraphe. De plus, bien en outre. Ça veut dire quoi de plus? C'est-à-dire que j'ajoute un truc. Voilà, je ne cherche pas à le relier à ce qui précède, j'ajoute un plus. Allez, un peu de rab. Allez, je remets une cuillère. Quelle est la démonstration? Quel est le sens qui est donné effectivement dans le discours lorsque je dis de plus en outre? Voilà. Donc, construire une démonstration, c'est donc établir des liens logiques entre les 3 parties et non pas effectivement avoir cette mécanique. Oui, la dialectique, c'est une mécanique oui, non. Le plan historique, la logique, c'est celle de l'histoire. Oui, c'est sûr que après, l'Antiquité vient les temps modernes. Après, les temps modernes. Donc, bien sûr que ce sont c'est une discursivité, mais évidemment, elle n'est pas fondée sur la raison, elle n'est pas fondée sur un raisonnement, elle n'est pas fondée sur la logique. Voilà, la question du plan. Lire très évidemment le sujet, construire une problématique en travaillant les sous-entendus, l'implicite, ce qui n'a pas été effectivement explicité par l'énoncé, construire un plan personnel, dynamique, fondé sur un raisonnement et non pas simplement une mécanique. Il nous reste la question de l'introduction et celle de la conclusion. J'ai dit tout à l'heure que le nombre de parties dans une dissertation, ce n'est pas 3, c'est 5. Et dans ces 5 parties, effectivement, l'introduction et la conclusion jouent des rôles fondamentaux, très importants.
Alors, la conclusion, on va y venir tout à l'heure, mais elle pose de vrais problèmes. L'introduction, en général, les étudiants la maîtrisent mieux maintenant. Ils ont tous compris qu'une introduction, c'est une vitrine. C'est ce qui doit donner envie de lire la copie, d'avancer dans la lecture de la copie. Il y a donc un effet d'accroche, un effet de séduction. Il faut faire attention, évidemment, à la manière dont on va rédiger cette introduction, de manière à ce qu'elle donne donc, de l'appétit et qu'elle rassure le correcteur. Il faut savoir que votre correcteur il ne vous connaît pas, bien sûr, par définition, et il n'a donc sur vous aucun préjugé. Il n'a pas corrigé votre copie pendant toute l'année, il ne s'est donc pas fait de votre travail et de votre réflexion, donc une idée qui est la correction de la copie. Donc il n'a pas de préjugé. Il ne vous juge pas, il ne vous préjuge pas. Sauf que dès qu'il va avoir lu l'introduction, là, il va avoir le préjugé. C'est-à-dire qu'en lisant l'introduction, il va commencer à se faire une idée du travail que vous avez proposé. Et là, effectivement, ces préjugés vont peut-être jouer. Je vous donne un exemple simple. La question de l'orthographe. On viendra sur la question de langue tout à l'heure. La question de l'orthographe, c'est une vraie question. C'est une question assez compliquée parce que vous avez une introduction dans laquelle vous allez avoir, je ne sais pas, 4 fautes d'orthographe dans la première phrase. C'est un mauvais signal que vous envoyez effectivement dans votre correcteur. Et qu'est-ce qu'il va faire le correcteur après? Il va chercher l'orthographe dans la suite de la dissertation. Vous savez, quand on corrige une copie, quand on lit une copie, surtout dans un examen, on n'évalue pas tous les éléments de la copie en même temps. On privilégie un certain regard. Moi, je lis une introduction dans laquelle je vois plein de fautes d'orthographe. Je me dis, il y a un problème de français et je vais traquer les fautes d'orthographe. Dans l'introduction, je ne vois pas de fautes d'orthographe, c'est très bien écrit, même si ensuite il y a des fautes d'orthographe, même si ensuite il y a des faiblesses d'écriture, ce qui est logique parce qu'en 4 heures, voilà, c'est long, il faut être sous coup d'émotion, la qualité est variable. Et ce qui est certain, c'est que la qualité de l'introduction m'a donné confiance. Donc je serai moins vigilant et moins intraitable sur les fautes d'orthographe que je pourrais déceler ensuite. Donc c'est très important l'introduction. Elle donne le ton. En fait, c'est comme un diapason. Et c'est là-dessus, en effet, qu'on va pouvoir accorder le la. Et voilà, c'est un peu c'est une question de ligne typique. Vous savez bien ce problème qui a été si génialement analysé et illustré par Aragon, justement, sur la ligne typique. Alors, dans l'introduction, on attend quand même 3 éléments. 3 éléments qui font que l'introduction, souvent, elle est assez développée. Alors, il ne faut pas non plus que l'introduction soit hypertrophiée, que vous ayez 2 pages d'introduction. Je sais que c'est une dérive qui peut parfois, effectivement, donc, menacer certaines copies. Mais bon, l'introduction, 3 éléments. Premier élément, l'élément d'accroche. C'est-à-dire, effectivement, on ne manque pas dans le sujet comme ça. C'est pas mal d'avoir une référence, une œuvre d'art, un fait historique, d'actualité, qui va permettre de poser le sujet, de poser la question du sujet. Cette question du sujet, vous allez la poser, vous allez la reproduire, il va falloir effectivement la reciter, et à partir du moment où vous avez recité le sujet, vous allez pouvoir commencer à analyser les termes de l'énoncé selon effectivement la précision et la minutie que je décrivais tout à l'heure au début de cette intervention. Donc, une accroche, on cite le sujet, on cite le que j'ai proposé, et on analyse, donc on fait presque une explication de texte extrêmement précise des éléments qui composent cet énoncé. Et une fois qu'on a pu donc analyser, on va pouvoir synthétiser, d'abord l'analyse après la synthèse, pouvoir synthétiser tous les éléments qu'on a pu comprendre et proposer ce qu'on appelle donc la problématique. Et une fois que vous avez votre problématique, vous pouvez annoncer le plan. Donc, pour le faire court, les éléments sont évidemment bien identifiés. On sait ce qu'on doit trouver et ce qu'on doit lire dans une introduction, une approche, une analyse des termes de l'énoncé, une problématisation du sujet et l'annonce. Ces 4 éléments font que l'introduction n'est pas mystérieuse, en sachant bien qu'un élément d'écriture, de style, d'élégance et de précision est évidemment essentiel en introduction, puisqu'il faut donner envie donc, au lecteur d'aller lire la suite, et de lire jusqu'au bout et avec bienveillance ce que vous avez composé. Donc ça, c'est pas très mystérieux. La conclusion est beaucoup plus compliquée. Je me suis aperçu assez vite dans ma carrière, parce que l'âge que j'ai, donc j'ai beaucoup de copies d'examen, beaucoup de copies de concours, que souvent, en fait, on perdait des points à la conclusion. Les conclusions qui sont proposées sont rarement très intéressantes.
et elles sont extrêmement formelles, factices. Voilà, c'est bizarre. La conclusion, les gens ne savent plus trop ce que ça veut dire. Et souvent, on a un résumé. On a expliqué quelque chose, et puis à la fin, le candidat dit voilà tout ce que j'ai dit, je te fais un résumé, au cas où tu n'aurais pas compris. Enfin, voilà. On a un résumé avec une espèce d'ouverture plus ou moins artificielle. On dit voilà, qu'est-ce que ça veut dire le sujet? Genre une histoire. Parce que c'est pas effectivement aller dans un domaine qui n'avait rien à voir avec le sujet. Voilà. Donc c'est vrai que la conclusion, elle est peut-être pas bien comprise. Sa nécessité n'est pas forcément bien comprise dans les copies et dans l'esprit des candidats au bac. Or, elle joue un rôle très important, cette conclusion. Parce que c'est la dernière impression que vous allez laisser au lecteur avant qu'il ne vous note. Vous vous rendez compte? Et évidemment, stratégiquement, c'est très très fort. L'introduction, stratégiquement, c'est puissant. Il faut accrocher, il faut donner envie. Et la conclusion, c'est aussi très fort parce que voilà, on va laisser une impression et ensuite les correcteurs, là on est plutôt sur un 8-9, sur un 12-13, ou plutôt sur un 15-16. Donc il va déjà être dans l'encadrement de la notation qu'il va vous proposer. Donc bâcler la conclusion, c'est fou. C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. C'est pour ça d'ailleurs que les conseils avisés, j'adhère complètement à ces conseils-là, poussent à dire que la conclusion, il faut l'écrire à l'avance. La conclusion, il faut l'écrire juste après l'introduction, ce qui permet d'ailleurs de l'écrire dans le prolongement de l'introduction, en rapport avec l'introduction, parce qu'on a conservé l'introduction présente à son esprit. Donc, la conclusion, c'est quelque chose qui doit être travaillé, préparé, pas dans le stress. Alors, très souvent, les conclusions, on voit bien que parfois, les étudiants les improvisent complètement dans les 5 minutes qui restent. On voit l'écriture devient plus tremblée. C'est une écriture sérieuse qui est un peu bizarre, parce qu'en effet, le temps passe, l'appariteur s'approche, il y a même parfois des larmes, du sang. Je plaisante, mais on voit bien que la conclusion n'a pas été maîtrisée. Et c'est un peu dommage quand même de bâcler donc en 3 minutes quelque chose qui va être la dernière impression que vous allez laisser à celui qui va vous évaluer. Donc la conclusion, ça se travaille à l'avance. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on doit voir dans la conclusion? La conclusion, c'est pas vraiment un résumé, parce que si c'est un résumé, c'est pas un scoop, mais c'est intéressant un résumé. On connaît le sens des mots. Donc, conclure, c'est pas un résumé. Je ne vais pas être trivial, mais si vous voulez, et déraper sur le plan de la tonalité, mais j'ose espérer qu'un grand nombre d'entre vous, vous avez déjà conclu dans votre vie. Et si vous avez conclu, vous n'avez pas résumé la soirée. Vous n'avez pas fait un petit résumé de d'abord vous allez au restaurant, puis après vous allez au cinéma, et puis après, etc. Conclure, c'est aboutir. Et c'est vrai pour le sens un peu familier que on entend conclure aujourd'hui, mais c'est vrai aussi pour un sens qui n'est pas familier du tout, mais qui est très professionnel, pour les conclusions d'un avocat. Quand un avocat rédige ses conclusions, il ne résume pas. Il fait aboutir son raisonnement juridique. Donc, la conclusion doit être un aboutissement. La conclusion, c'est la réponse ferme à la question qui était posée par l'énoncé. Alors, d'ailleurs, j'ai déjà répondu, non, vous avez déjà traité la problématique, c'est-à-dire l'implicite. Il faut impérativement que ce que vous avez dégagé concernant l'implicite, désormais, vous le rabattiez sur la question explicite. Et il faut avoir une réponse claire et nette dans la conclusion. Je conclus parce que je fais aboutir mon raisonnement. Donc, ça veut dire que la conclusion, elle peut être assez rapide, pas nécessaire qu'elle soit très développée, mais en tout cas, elle doit fermement porter, en effet, donc, votre jugement, elle doit porter effectivement votre réflexion et votre pensée. Elle doit donc avoir un vrai contenu, un contenu puissant. Ça ne doit pas être une espèce de chose un peu transparente qui pourrait être remplacée par n'importe quoi d'autre. Alors, évidemment, il y a la question de savoir est-ce qu'il faut ouvrir à la fin, est-ce qu'il faut une question. Alors, moi, je suis un peu embarrassé par rapport à la question de la question. Parce que finalement, une bonne conclusion, ce n'est pas une conclusion qui s'achève par une question. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, une question, soit elle se pose, soit elle ne se pose pas. D'accord? Si elle ne se pose pas, pourquoi la poser? Parce que le point d'interrogation, c'est joli, je ne sais pas. Mais bon, pourquoi pas? Mais ça ne sert à rien. Maintenant, si la question se pose, c'est pire. Il arrive souvent, et je vous assure que voilà, c'est très fréquemment arrivé de lire une copie, au terme de laquelle, en effet, on voit une conclusion qui s'achève par une question essentielle. Sauf que cette question essentielle, elle est posée
au seul endroit de la copie où il ne va pas y avoir de réponse, puisque c'est la dernière phrase. Je te pose pour finir une phrase essentielle. Je suis juste en train de t'écrire mon plan à construire. Parce que si vous découvrez une question essentielle à la fin de votre raisonnement, alors que vous avez dû l'intégrer au raisonnement, ça veut dire que vous avez bien construit votre argumentation. Donc c'est ballot, hein, la question était essentielle, elle se pose, et j'y réponds pas. Donc je dis simplement que ma copie est mal construite. Il y a même parfois des pervers qui découvrent dans la dernière question la problématique. En fait, toute la copie, c'est une sorte d'échauffement pour arriver à trouver la problématique. Ça va être ma dernière question, mais l'épreuve s'achève. Au revoir. Donc, faites attention avec ces questions. Ça vous fera plaisir quand vous parlez de questions. Débrouillez-vous pour que cette question soit finalement assez rhétorique ou assez qu'elle soit dynamique ou qu'elle introduise peut-être un élément d'humour ou de perspective un peu critique, mais surtout pas qu'elle soit une question cruciale, essentielle. Parce que si la question est essentielle à la fin, vous n'avez pas pu répondre. Voilà. Donc, vous voyez, la conclusion, elle a ce rôle essentiel de donner donc une énergie finale à votre raisonnement. Elle doit aussi être très bien écrite, comme l'introduction. Et s'il y a un relâchement que vous devez avoir dans la pratique de votre écriture, que ce relâchement ait lieu dans le corps de la copie, mais surtout pas en introduction et encore moins en conclusion. Ce sont des moments hyper stratégiques dans l'appréciation que vous allez avoir. On a beau dire, c'est vrai que c'est une pensée qu'on a vue, c'est vrai qu'une salle de philosophie, c'est pas anodin, il y a un raisonnement, mais c'est aussi un acte rhétorique. C'est un acte qui est construit, qui est destiné à faire des faits, et qui va être évalué de manière précise par un lecteur. Donc, ne pas dégager de manière un peu hautaine et rapide la dimension purement rhétorique et précise. Voilà, donc l'introduction, la conclusion, le moment essentiel. Les paragraphes, j'en ai un peu parlé quand je vous ai dit tout à l'heure que quand vous allez construire vos paragraphes, c'est pas mal qu'il y ait un lien logique qui lie ce paragraphe au paragraphe précédent, une articulation logique. Donc, entre ces paragraphes, c'est plutôt une bonne idée. Ces paragraphes, si c'est possible, il convient de les construire. C'est-à-dire que souvent, on voit les paragraphes qui s'achèvent parce qu'on a l'impression que voilà, l'auteur a plus d'idées et passe à autre chose. Une petite dissertation. Il doit y avoir une phrase lectrice, une phrase qui est introduite par paragraphe, dans laquelle vous allez déjà dire quel va être l'objet de ce paragraphe, de quoi ce paragraphe va parler, et une petite phrase de conclusion, de clôture, qui tire en fait les leçons de ce qui a été démontré ou de ce qui a été évoqué dans le corps du paragraphe. Alors, ce paragraphe, il peut être soit illustratif, soit il peut être argumentatif. Illustratif, c'est un peu plus faible. Hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous énoncez une thèse, vous énoncez effectivement une idée, et vous allez l'illustrer avec un exemple. Donc, ça vient après. Le paragraphe argumentatif, il part plutôt du particulier, il part de l'exemple, il part de la référence, il parle de l'œuvre d'un philosophe, par exemple, d'un ouvrage que vous avez lu, et il tire, si vous voulez, de cette expérience particulière, des éléments de réflexion plus généraux. Souvent, c'est vrai que les paragraphes argumentatifs sont plus dynamiques, ils engagent davantage que les paragraphes illustratifs. Mais voilà, l'essentiel, c'est qu'il y ait dans un paragraphe à la fois effectivement des éléments de connaissance, qu'il y ait effectivement des données, des références, clairement, que ces références soient prélevées de la culture en général, voire même de la pop culture, si c'est possible, prélevées de vos lectures de l'année. Il y a des données, ces données, ensuite, vous devez les analyser, vous devez les penser, et en produisant une analyse et une pensée de ces données, vous allez donc pouvoir formuler une idée, et pouvoir la formuler effectivement donc, un élément important dans votre démonstration. Donc, pensez, paragraphe, petite dissertation. Faire en sorte que le paragraphe ne donne pas l'impression d'être une sorte de case dans laquelle on va fourrer les choses. Voilà. On a rempli le vide. Maintenant, se pose la question de... vous voyez, on a terminé, hein, la dissertation s'achève bientôt. Se pose la question de la relecture. Alors, là aussi, dans les conseils qu'on donne et qui parfois ne donnent rien, justement, on donne des conseils qui ne donnent rien. J'ai beaucoup entendu des étudiants qui me disaient, voilà, à la fin, il faut relire et on prend 15 minutes pour relire. Il faut se relire.
évidemment, il faut se relire, parce que là, encore une fois, c'est un acte on va dire, d'expression écrite, et il y a une correction de la langue, une précision terminologique à maintenir, à tenir, et il ne faut pas, voilà, il faut pas laisser les choses comme ça sans avoir vérifié que ce que l'on a écrit correspond vraiment à ce que l'on veut dire et bien dire. Donc, bien sûr, se relire, c'est une évidence. Maintenant, je ne suis pas sûr que le conseil qui consiste à dire on prend 15 minutes pour se relire à la fin soit très judicieux. Je m'explique. Et c'est quelque chose que vous avez tous vécu, moi aussi, je l'ai vécu quand j'écris un article, quand j'écris un bouquin. Est-ce que j'ai vraiment à la fin le courage, la force, l'envie de me relire? Le nombre de fois où vous avez terminé, vous dites, oh là là, je n'ai pas tout envie de me relire, là, allez, on va donner ce qu'on a produit, puis on verra bien. Hein. Surtout, on se débarrasse de cette production. C'est très rare, hein, celui qui va prendre 15 minutes et puis relire de manière critique ce qu'il a écrit de manière productive. En plus, il y a la fatigue. Hein. Vous avez quand même passé déjà 3h45 à réfléchir sur ce sujet. Je suis pas sûr que vous ayez le recul nécessaire pour pouvoir détecter même des grosses fautes d'orthographe. Et souvent, les relectures ne servent pas à grand-chose. En fait. Et j'ai même envie de dire que, heureusement, parce que si elles servent vraiment à quelque chose, si vous découvrez qu'il y a, je sais pas, à un moment donné, il avait écrit des choses qui ne correspondent pas du tout à ce que vous voulez exprimer, qu'il y a un problème de logique dans votre argumentation, qu'il y a, voilà. Le problème, c'est que vous ne pouvez plus corriger. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez barrer, graffiller, mettre des petites choses dans la marge, ça va être ça. Quelle est la capacité de réaction que vous avez lorsque, à la fin, vous vous mettez à relire? Et souvent, relire, c'est constater les défauts, c'est constater les failles de sa propre pensée et sans avoir la capacité de corriger. Donc, ce n'est pas forcément une très bonne chose. C'est pour ça que souvent, les gens qui sortent de l'épreuve, ils sont un bon pressentiment parce qu'ils se sont relus et puis ils ont vu que finalement, c'était un peu boiteux. Enfin, ils n'ont plus que constater les failles. Alors, il faut relire, et pas à la fin. Alors, voilà ce qu'il faut relire. Alors, moi, ce que j'avais l'habitude de proposer à mes étudiants, et ce que je leur propose encore, c'est de relire au fur et à mesure. Il faut relire, bien sûr. Et il faut relire de manière efficace. C'est-à-dire qu'à la fin, encore une fois, je dis, c'est fini. Donc, vous n'avez pas la disponibilité d'esprit, vous n'avez pas il n'y a pas le temps nécessaire. En revanche, si vous relisez au fur et à mesure, je compose un paragraphe, je prends un temps d'arrêt, je le relis. Et là, je vérifie que c'est à peu près bien orthographié, que j'ai bien employé le mot juste, que l'idée que je cherche à exprimer est bien celle qui est exprimée. Voilà. Et une fois que j'ai vérifié, à ce moment-là, je passe au paragraphe suivant. Et ce qui est très intéressant, parce que le paragraphe suivant, je vais pouvoir le composer en ayant très précisément à l'esprit le paragraphe antérieur. Donc, déjà, le premier gain que vous avez sur cette méthode, c'est que forcément, vos paragraphes vont s'enchaîner beaucoup plus logiquement, puisque vous ne commencez à rédiger un paragraphe que lorsque vous avez relu le précédent. Donc, d'une certaine façon, vous validez le paragraphe qui précède et vous enchaînez avec celui qui va suivre. Donc, par conséquent, le lien logique va être plus puissant. Deuxième avantage avec cette méthode, c'est que si vous apercevez que vous avez commis une erreur de raisonnement ou qu'il manque quelque chose dans le paragraphe, comme la communauté est en train de se créer, vous pouvez rajouter des choses, vous pouvez modifier, vous pouvez effectivement agir sur ce paragraphe. Il ne vous plaît pas ce paragraphe. Et il y a effectivement 2 lignes qui ne vous plaisent pas. Alors, d'une part, vous pouvez les biffer et en écrire celles qui vous conviennent, ce n'est pas très, très joli à voir, hein. Mais surtout, vous pouvez peut-être ajouter, ce paragraphe n'est pas terminé, ajouter 2-3 phrases qui vont corriger peut-être une ambiguïté que vous avez laissé passer. Donc, c'est vrai qu'il y a ce deuxième avantage qui consiste à pouvoir réagir vraiment sur le paragraphe qu'on a produit. Ça permet d'aligner les paragraphes, ça permet d'avoir un temps de réaction sur le paragraphe et d'être extrêmement vigilant. Donc, en général, moi, je conseille plutôt à mes étudiants de lire au fur et à mesure et éventuellement, s'il leur reste 5 minutes à la fin, d'avoir un vaste regard général, mais après tout, c'est plus nécessaire puisqu'ils ont composé leur introduction à l'avance, la conclusion a été faite aussi à l'avance, et donc par conséquent, voilà, tout est déjà validé de toute façon. Donc, relire encore pour la dernière fois n'est pas nécessaire.
Alors, pour conclure, pour terminer, la question de l'organisation du temps, parce que c'est vrai qu'une dissertation de philo, c'est un exercice qui est dans un cadre évidemment limité, un temps très limité, et ce temps limité, il est essentiel. Enfin, il fait partie c'est un des facteurs de réussite ou d'échec. Hein. Est-ce qu'on a bien maîtrisé son temps? Est-ce qu'on s'est laissé déborder? Trop vite. Alors, le rapport au temps, il est variable d'un individu à l'autre. Là, encore une fois, moi, je suis toujours combattu dans l'enseignement la psychorigidité par les fautes de temps. Chacun a une relation particulière à l'écriture. Il y a des gens qui écrivent plus ou moins facilement. Il y a des gens qui ont plus ou moins facilement le sens de la formule, qui sont plus ou moins à l'aise, etc. Donc, vous avez une relation à l'écriture qui est différente. La langue écrite étant évidemment très différente de la langue orale. C'est une autre langue, hein, et on est plus ou moins bilingue, surtout aujourd'hui. Alors, en fonction de cela, évidemment, le schéma, on va dire, de timing, si je veux dire, pour parler français, ce schéma, il est variable. Mais il y a quand même quelques éléments essentiels. Il est évident que sur 4 heures, il est extrêmement imprudent de commencer à rédiger seulement au bout de 2 heures. Ce n'est pas possible. 2 heures de rédaction, c'est trop peu. Ce qui compte dans cet exercice, ça va être effectivement l'exécution, de trouver les mots justes, de trouver effectivement les bonnes formules, de trouver les bonnes idées à mesure que vous allez les écrire. Parce qu'il n'y a pas un brouillon que vous allez recopier ensuite. Il ne faut pas de brouillon. Un brouillon, vous pourrez prendre des notes, mais un brouillon, vous n'aurez pas le temps de recopier le brouillon ensuite, comme on dit, au propre. Donc, forcément, c'est dans l'exécution que se réalise pour beaucoup la qualité de la copie. Donc, il faut prendre le temps de rédiger et de réfléchir à ce qu'on écrit. Et ce temps-là, 2 heures, ça n'est pas suffisant. Aujourd'hui, ça n'est pas suffisant. Si vous avez de grandes difficultés avec l'écrit, c'est parce que, effectivement, vous ne vous donnez pas le temps d'écrire. Donc, moi, je dirais que 2 heures et demie, c'est un minimum, voire 3 heures. Alors, ça veut dire 3 heures, il ne reste plus qu'une heure. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que justement, là-dessus, vous avez un axe de travail important. Parce que cette heure, il ne faut pas la perdre. Cette heure, effectivement, c'est une heure où on doit être extrêmement concentré pour rédiger l'introduction, la conclusion et préparer effectivement l'articulation du plan. Alors, 1 heure, c'est pour les gens qui sont très habiles. La bonne proportion, ce serait peut-être 1h30 pour cette analyse de l'énoncé, la préparation, effectivement, donc l'introduction, conclusion et plan, et 2h30 pour rédiger la copie. Mais là, encore une fois, on minimise le temps nécessaire pour écrire une bonne copie. Et une bonne copie, c'est une copie qui est claire. Elle est claire, pourquoi? Parce que la maîtrise de la langue écrite est effectivement donc, efficace. Et vous n'aurez une maîtrise efficace que si vous prenez le temps de réfléchir à ce que vous écrivez. Voilà. C'est-à-dire que c'est quelques conseils, c'est rappels, hein, donc vous seront utiles. Vous voyez que c'est applicable immédiatement. C'est des choses qui sont effectivement très faciles à réaliser. Certaines sont, j'espère, des évidences, d'autres peut-être l'étaient un peu moins. En tout cas, je vous remercie de votre attention et je redonne la parole à Myriam qui a un petit mot à ajouter. Merci Eric pour tous ces bons conseils. Suite à cette session, vous allez recevoir évidemment le replay dans la matinée, par mail. Mais vous recevrez aussi la brochure du bachelor Management et Santé pour avoir quelques infos complémentaires et puis une enquête de satisfaction. Voilà. Votre avis est très essentiel pour nous, donc j'espère que vous pourrez compléter cette enquête. En attendant, nous restons connectés pour celles et ceux qui auraient des questions à poser sur HEM Santé et sur les formations de cette nouvelle école et sur son offre. En tout cas, je vous dis à très vite et une très belle journée.